Cette histoire commence le 23 janvier 2020, à Pékin. On se lève ? La Chine est alors le premier pays à avoir confiné sa population pour faire face au coronavirus. Nous sommes enfermés chez nous, un peu tétanisés par l'événement. Le premier geste de la journée, se précipiter sur les dernières statistiques de l'épidémie. T'as vu ? 44, presque 45 000 malades vérifiés. Je suis arrivé en Chine comme journaliste en 2007. Je me suis marié avec Lulu, une vraie pékinoise. Nous avons un fils et nous vivons tous les trois dans une résidence du nord de Pékin. Je traverse souvent la Chine pour mes reportages. Mais cette fois, impossible de bouger. Là maintenant, il y a Gotibé, c'est bon quoi. Autour des villes, des barrières se sont dressées partout. Autour des provinces, autour des quartiers et autour de chaque résidence. Chez moi, des types en uniforme contrôlent désormais les entrées et les sorties. Et c'est partout pareil. C'est tout l'appareil sécuritaire du Parti communiste, les comités de quartier, chargés de contrôler les comportements politiques ou sociaux des habitants qui se sont reconvertis en gendarmes spécialisés dans les virus. Contrôle de température, quarantaine obligatoire si on quitte la ville, masque obligatoire. Les Pékinois ont petit à petit disparu de la surface de leur ville, confinés par le régime et confinés par la peur aussi. Moi, je me suis mis à filmer cette vie quotidienne qui se transformait autour de nous. Du confinement en janvier 2020 jusqu'au retour à la vie normale au mois de mai, voici notre histoire. Une histoire chinoise qui a transformé le reste du monde. L'une des seules bonnes nouvelles, comme nous vivons ensemble 24 heures sur 24, la solidarité familiale ne s'est jamais aussi bien portée. J'arrive même à solliciter mon fils pour donner un coup de main. On va chercher l'eau ? Ouais. L'eau n'est pas potable au robinet, donc il faut se faire livrer ses bonbonnes presque chaque jour. Et depuis que notre quartier est fermé à toute personne extérieure, il faut aller chercher les bidons nous-mêmes. Mon fils a de la chance, la barrière qui condamne désormais l'entrée en bas de chez nous n'est pas très haute. Depuis le début de l'épidémie, avec Lulu, on a une nouvelle coquetterie avant de sortir, le masque. Moi le noir, elle le blanc. Lulu, ça l'ennuie parce qu'elle ne peut plus mettre de rouge à lèvres. Mais là, on n'a plus vraiment de choix. Depuis le début de la quarantaine, le masque est fortement conseillé. En réalité, ça veut dire qu'on est obligé de sortir avec, sinon on se fait arrêter. Voilà à quoi ressemble la dernière des 4 entrées de notre quartier encore ouverte, à un checkpoint. Et pour passer, on nous a distribué des cartes de sortie. Elles sont vérifiées à chaque passage. Si on est autorisé, on passe. On pourrait croire qu'il est 5 h du matin, un dimanche à Pékin, mais non. En fait, on est en plein après-midi, un vendredi, pour aller faire des courses. Normalement, Pékin, un vendredi, ça ressemble plutôt à ça. Alors même si ça fait du bien de sortir un peu de chez soi, là on se sent un peu seul. Pour ne rien arranger à cette ambiance stressante, notre température est contrôlée tous les 300 mètres. Poser ces appareils sur des dizaines de poignées, pas sûr que ça soit une bonne idée. Dans le centre commercial, même histoire, pas un chat. Normalement ici on fait toujours 30 minutes de queue avant de récupérer notre café, mais bon, il y a comme un malaise. Heureusement que des jeunes occupent encore le terrain de basket pour redonner un peu de vie à tout ça. D'ailleurs, je me demande comment ils sont encore autorisés à jouer sans masque.
On trouve encore des solutions hydroalcooliques. Mais on ne sait pas pour combien de temps. À l'entrée du supermarché, nouveau contrôle. Au moins là, il y a déjà un peu plus de monde. En même temps, depuis qu'on est en quarantaine, l'une de nos seules occupations, c'est de faire la cuisine. Les rayons du supermarché sont presque réconfortants. Presque, car tout le monde à Pékin a vu défiler sur les réseaux sociaux les images des étals vides de Wuhan. La situation dans le foyer de l'épidémie avec ses milliers de malades est dans toutes les têtes et alimente la peur générale. Pourtant, la situation à Pékin n'a rien à voir avec celle de Wuhan. Il n'y a qu'une centaine de malades officiellement ce jour-là, mais la ville est quand même fermée à double tour. Je décide d'aller place Tiananmen pour constater la situation au cœur de la ville. Les trottoirs du centre-ville sont fermés, alors seule solution, faire le tour de la place en vélo. Au nord de Tiananmen, la cité interdite, des policiers partout pour en interdire l'accès. La cité n'a jamais été aussi interdite. Quelques mètres plus loin, Zhongnanrai, le siège du gouvernement. Derrière cette porte travaillent et vivent les leaders du régime, confinés par la peur du virus. Impossible de s'arrêter à proximité. Enfin, dernier virage, le plus impressionnant. La plus grande place du monde, chargée d'histoire, avec le mausolée de Mao au milieu, totalement déserte. Voilà la place Tiananmen comme vous ne l'avez jamais vue. Déserte. Vu le tournant que prennent les choses en bas de chez moi et dans le centre-ville, j'étais curieux de voir ce qu'il en était dans les quartiers plus populaires de la banlieue de Pékin. La mise en quarantaine est-elle la même? Là-bas, les entreprises logent leurs ouvriers dans des petits appartements à pièces uniques. Un modèle de la société ouvrière où personne n'oserait contredire la parole du régime. Monsieur Chen est chauffeur et vit dans ses résidences. Je l'ai engagé pour la journée pour me les faire visiter. Pour entrer, normalement, il faut vous enregistrer ici. Il faut que je descende leur expliquer, d'accord? Impossible de pénétrer dans ces quartiers sans laisser passer. Nous essayons d'entrer avec la carte du chauffeur. Ça, c'est mon laissez-passer pour accéder à mon quartier. On n'est pas les seuls à attendre. Il n'y a aucun passe-droit. Les comités d'immeubles et de quartier gèrent la mise en quarantaine. Ce sont eux qui délivrent les laissez-passer pour rentrer chez soi, eux qui dénoncent les personnes qui ont de la fièvre ou qui sortent sans masque. C'est tout l'appareil sécuritaire du régime qui s'est reconverti en gardien de l'ordre sanitaire. Tout le monde est contrôlé, même ce couple qui vit ici depuis 7 ans. J'arrive de la province du Hebei. Je suis revenue pour travailler, mais mon entreprise m'a demandé de me mettre en quarantaine, au moins pendant 7 jours avant de reprendre. 7 jours, oui. Bonjour, vous avez une autorisation pour cette interview? Si vous n'en avez pas, alors il faut arrêter la caméra. Arrêtez la caméra tout de suite. Impossible de rentrer sans les fameux laissez-passer. Nous tentons une entrée moins surveillée. Bonjour, est-ce qu'on peut rentrer? Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Je ne sais même pas qui vous êtes. Est-ce que vous venez faire ici? On veut juste aller voir. Si vous voulez rentrer, il faut passer par l'autre porte. Ici, c'est interdit. Les chefs sont tous là-bas. Ah, d'accord. Vivre à Pékin, ces jours-ci, c'est passer le plus clair de son temps dans des palabres inutiles, à des points de contrôle, où tout est fait pour ne pas vous laisser passer. Notre chauffeur commence à s'inquiéter, il se demande s'il pourra rentrer chez lui.
On vit dans une petite maison juste à côté. On va voir si on peut rentrer par là. Ça, c'est le point de contrôle. Depuis le début de la crise, les agents des comités de quartier se sont démultipliés. Des volontaires, comme ils se surnomment eux-mêmes, sont venus leur prêter main forte, tous unis derrière la nation pour lutter contre le virus. En réalité, avec ou sans brassard, ils sont payés par la mairie pour s'assurer que tout le monde suit les règles. Les contrôles sont stricts et les horaires d'entrée et de sortie très réglementés. Curieusement, ici on nous laisse passer. Quand les portes sont fermées, tu ne peux plus rentrer, quoi qu'il arrive. Moi, l'autre jour, j'ai dû dormir dehors dans ma voiture. Comme partout, les rues, les passages sont déserts. Difficile de trouver quelqu'un pour nous parler. Seule personne à l'horizon, cet homme qui n'est pas sorti depuis 2 jours. Là, j'ai pris des pommes de terre, des nouilles, de l'ail, du tofu, des légumes. Je suis allé faire les courses. Il faut qu'on en achète plus que d'habitude car nous sommes 3 à la maison et il n'y a que moi qui sors. Je sors tous les 2-3 jours. Allez, merci. Aussi petites soient ces maisons d'ouvriers, tout le monde reste confiné à l'intérieur, sans récriminer. Ordre du régime. Plus au nord, un autre checkpoint nous arrête, cette fois au milieu de la route. Et les gardes aux cheveux ras sont plutôt nerveux. Vous allez où? On va juste là-bas pour faire demi-tour. Il faut prendre la température. Vous aussi, il faut prendre la température. Pas besoin, je viens d'être contrôlé. Si, il faut prendre la température. C'est bon, tu peux faire ton demi-tour. Une base militaire est proche, elle doit être protégée à tout prix de l'épidémie. Comme doivent l'être les dirigeants dans la capitale du pays. Quand je rentre chez moi, une drôle de surprise devant la porte. C'est la première fois que je vois une ambulance dans ma résidence où il n'y a aucun cas officiel. Pour nous rassurer, nous avons désormais la possibilité de vérifier où se trouvent les malades. Plusieurs applications proposent de les géolocaliser en direct. Le point bleu, c'est chez moi, chez nous en fait. Et là, autour, c'est des jaunes. C'est la résidence qu'ils ont trouvé des malades. Et pas trouvé en fait, c'est des gens malades qui chez eux. Mais plus le couleur c'est foncé, ça veut dire c'est plus récent. Là, tu fermes, là. Voilà. Chaque petit point rouge représente un cas. Et dans une société chinoise où chacun est surveillé par ses achats, ses déplacements ou la reconnaissance faciale, impossible de passer inaperçu. Ok, c'est là, je clique. Ah, la personne qu'ils ont trouvé malade, qu'il est allé où? Un magasin de fruits, un petit bistrot. Donc, c'est 2-3 km de loin. Hein. Moi, je suis là. Donc, on va pas traverser 3 km pour acheter une bombe, quoi. Non, ça va. Avec le développement de tous ces nouveaux techniques, ça rend vraiment très pratique pour la vie de tous les jours. Hein, mais quand même, ça fait peur quand même. C'est dans le centre-ville de Pékin que les applications recensent le plus de malades. La grande avenue Wang Fujin est déserte. C'est un peu les Champs-Élysées pékinois. D'habitude, on y croise une foule admirant les grands magasins. Aujourd'hui, les écrans ne diffusent plus de publicité, mais des messages de prévention contre le virus. Au milieu de l'avenue, le marché où l'on pouvait manger brochettes de larves ou de scorpions est fermé derrière cette barrière, où un message affirme qu'une rénovation aura lieu, mais on ne sait pas quand. Monsieur Tian, lui, tient 2 restaurants dans cette rue très passante de Pékin. Depuis un mois, il est forcé de rester fermé.
De toute manière, il n'y a aucun client à l'horizon. Avant l'épidémie, les étagères étaient remplies. Il y avait un large choix de nourriture. Les clients venaient choisir leurs plats, parmi l'ensemble des plats. Ensuite, ils allaient les peser, puis ils allaient payer là-bas. Puis ils s'asseyaient à une de ces tables. C'était plein à craquer. Et maintenant, c'est vide. On ne peut plus rien faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Le gouvernement a demandé à ceux qui le pouvaient de reprendre le travail. Par exemple, ceux qui peuvent travailler de chez eux. Mais pour nous, les restaurateurs, c'est impossible. Et c'est beaucoup trop tôt. Je n'ai pas d'autre solution que de supporter les pertes financières moi-même. Un ami m'a conseillé de négocier avec mon propriétaire, histoire de diminuer un peu mon loyer. Mais ça me gêne. Mon propriétaire aussi est affecté par l'épidémie. Son argent ne tombe pas du ciel non plus. Comment pourrais-je lui demander une chose pareille ? La ville est en sommeil, mais à la maison, on commence vraiment à trouver le temps long. Une petite sortie serait ces jours-ci la bienvenue. Comme personne ne peut nous rendre visite de l'extérieur et qu'en ville tout est fermé, nous décidons d'aller voir notre voisin Gary. On ne se connaît pas vraiment, mais on se salue quand on se croise sur le parking. Hey. Hello, sir. Hello. How are you doing? Hard time. Yeah, it's hard time. Have a seat. Il vit avec sa femme et son chat. D'habitude, il vend des voitures d'occasion, mais là, comme tout le monde, il tourne en rond entre ces quatre murs depuis un mois. La salle de sport est fermée, les restaurants sont fermés, et même le coiffeur est fermé. Alors, c'est vraiment pas pratique. Alors je fais de mon mieux pour trouver des choses intéressantes à faire à la maison. Je joue aux jeux vidéo, je fais du sport. C'est tout, hein. C'est vraiment ennuyant. Ah, je m'ennuie tellement. Gary est autorisé à sortir, mais il ne met pas le nez dehors, il est trop inquiet. Tous les jours, je me réveille. La première chose que je fais, c'est regarder le nombre de morts. Ouais, tous les jours. Vous savez, je me sens vraiment concerné par ça. Depuis la mise en place de la quarantaine, il ne rate plus un seul journal de la CCTV, la chaîne d'État. En 2003, au moment de l'épidémie du SRAS, moi j'étais en 3e année d'université. À l'époque, je trouvais que les gens avaient moins peur que maintenant. C'est sûr, maintenant les gens sont bien plus effrayés par cette épidémie que par celle du SRAS. Les gens disent que si le climat a changé, c'est d'abord à cause de WeChat. Ils disent qu'à cause des réseaux sociaux, on communique beaucoup plus aujourd'hui, et donc on se transmet surtout notre peur. À l'époque du SRAS, il n'y avait pas de réseaux sociaux. En 2003, les officiels de Pékin, ils ont commis de graves erreurs. Ils ont caché la vérité, ça a posé de gros problèmes. Mais cette fois, je pense qu'ils ont fait des progrès et qu'ils gèrent plutôt bien la situation. Mais bon, peut-être qu'au début, quand même, ils ont un peu essayé de cacher des trucs. Je sais pas. Transparence ou pas, les infos reçues par Gary suffisent à le convaincre de rester enfermé chez lui. Tous les soirs, la chaîne d'État diffuse des images sur l'état de la crise. On voit l'intérieur des hôpitaux, des malades, mais surtout une coordination parfaite entre l'armée et les médecins. On voit des images à l'extérieur aussi, dans les villes, où l'appareil d'État réagit évidemment vite et bien. On passe même la serpillière dans la rue et le Premier ministre donne l'exemple. De quoi donner à tous l'impression que la situation est sous contrôle. Chaque jour qui passe, Pékin est de plus en plus désert. Ces rues sont normalement submergées par un flot de voitures et de consommateurs, presque 24 heures sur 24. Aujourd'hui, rien. Un silence de mort. Cette banderole affirme que tout le monde est uni et que grâce à cette confiance et à une stratégie scientifique du pouvoir, l'épidémie sera vaincue. C'est l'obsession du régime, que la peur du virus n'entraîne pas de troubles sociaux, de critiques des dirigeants. Le parti semble plus effrayé par le virus de la liberté que par celui de la pneumonie.
Alors la censure a durement frappé ceux qui tentaient de donner des informations sur les réseaux sociaux. C'est le cas du blogueur Fang Bing que la police est venue arrêter chez lui. La police finira par forcer la porte. Fang Bing n'a pas été revu depuis. Depuis le début de la crise, le blogueur filme tout ce qu'il voit à Wuhan et le poste sur les réseaux sociaux. Il rentre dans les hôpitaux, il montre des corps entassés, des malades à l'agonie et une équipe médicale dépassée. Le tout sans aucun filtre. Et ces posts sont suivis par des centaines de milliers de Chinois. Ils condamnent ouvertement l'inefficacité du gouvernement. Un affront insupportable pour le régime chinois. Avant que Pékin ne réagisse, les vidéos de ce genre se répandent sur les réseaux sociaux. Chen Shuiqiu est aussi très suivi, car lui aussi écume les hôpitaux de Wuhan. Il filme les malades qui attendent sans recevoir de soins, le désarroi des patients qui ne sont pas pris en charge après des jours de fièvre. Cette vidéo est la dernière qu'il postera avant de disparaître en quarantaine forcée. Ces derniers jours, j'ai vu passer des messages sur WeChat et Douban, les Facebook et Twitter chinois, venant d'un couple de blogueurs pékinois n'hésitant pas à braver eux aussi la réalité officielle. Ils ont accepté un rendez-vous avec une traductrice dans leur petit appartement du centre-ville. Ça fait plusieurs jours qu'on n'est pas sortis, alors on boit beaucoup de thé pour s'occuper. Depuis le début de la crise, des citoyens se sont organisés et improvisés journalistes pour tenter de diffuser le maximum d'informations sur la situation en parallèle des médias officiels. Un semblant de liberté qui, en Chine, a toujours ses limites. Ce couple de blogueurs a tenté avec les moyens du bord de souffler un vent de révolte suite à la mort du docteur Li. Ce médecin de Wuhan a été le premier à alerter l'opinion publique sur cette épidémie. Arrêté par la police, il est mort à Wuhan, touché par le virus, devenant le symbole de l'absurdité de ce système qui étouffe tous ceux qui pourraient remettre en cause la stabilité du régime. Quand le docteur Li est mort, les gens étaient tristes et en colère. J'ai pensé que l'on pourrait honorer le docteur en mettant tous un dessin de son visage en photo de profil sur WeChat et Douban, ou en publiant des messages comme « S'exprimer n'est pas un crime » ou « Bon voyage au paradis ». Un peu comme une web manifestation. J'ai lancé le mouvement sur ces réseaux sociaux et en 30 minutes, des milliers d'internautes ont changé leurs photos de profil et partagé mes posts. La police d'Internet a été alertée et m'a donné un avertissement. Le contenu que vous avez posté va être supprimé car il est susceptible de causer un trouble. Si vous refusez de coopérer, votre compte sera définitivement supprimé. En Chine, ces réseaux sociaux servent à tout faire. Payer, communiquer, utiliser les transports. Ne pas y avoir accès, c'est être exclu de la société. Au début, Taïtsin et Sanayan étaient très actifs pour couvrir ce qu'il se passait. Ensuite, la télé d'État a envoyé 300 reporters à Wuhan avec un seul objectif, guider l'opinion publique et empêcher les autres de travailler. Malheureusement, le régime exerce un contrôle beaucoup plus fort aujourd'hui. La quarantaine est en réalité globale, physique et médiatique. En plus d'être enfermés chez eux, l'accès aux informations des Chinois est limité à ce que le régime veut bien dire. Même ces deux blogueurs n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre.
Voilà ici, impossible de détourner le blocus Internet. Nos applications ne marchent plus. Tous leurs outils informatiques pour contourner la censure et aller sur des sites interdits comme Twitter ont eux aussi été bloqués. Déjà 2 semaines de quarantaine. En plus d'être fermées, les entrées de la résidence sont maintenant grillagées, barricadées par 2 mètres de hauteur de ferraille verte. On ne pouvait déjà pas passer avant, mais là au moins, ça a le mérite d'être clair. Voilà notre petite danse quotidienne, un défilé incessant de livreurs qui viennent nous apporter nos vivres par-dessus la grille. Et pour les bidons d'eau potable, c'est de plus en plus laborieux. On se sent tous les jours un peu plus coincé. Lulu décide d'appeler sa cousine pour prendre des nouvelles de sa fille. Depuis plusieurs semaines, la petite fille de 7 ans est confinée dans l'appartement familial. Attends, je vais la chercher, elle se change. L'école bien sûr est fermée, alors les cours ont lieu via écran interposé. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Tu racontes à Tata? Je m'installe sur la table et j'allume la télé. J'apprends mes leçons grâce à la télé. Et puis quand c'est fini, la maîtresse nous donne des devoirs. Vous communiquez comme nous en ce moment à travers le Skype? Non, avant c'était comme ça. La maîtresse pouvait nous voir, mais maintenant on fait tout à travers la télé et la professeure ne peut plus nous voir. La cousine de Lulu nous envoie quelques images du quotidien de sa fille. Tong Tong est un enfant unique et son quotidien de confinement est organisé à la minute près. Réveil à 8 h, petit déjeuner, puis c'est l'école virtuelle toute la matinée. Et comme lorsqu'elle rentre en classe, la journée d'école commence par une séance de gymnastique. L'après-midi, place aux activités sportives. La passion de Tong Tong, c'est la danse. Ne force pas tes mouvements. Regarde, fais comme moi. Mais là, comme elle ne peut pas sortir, son prof, ils ont fait un truc en ligne. Les enfants, en direct en fait, ça. C'est pas enregistré, hein, c'est en direct. Et du coup, les enfants, il apprend comme ça. Qu'est-ce qu'elle porte sur la tête, ta prof? Un bandana. Elle ressemble à une actrice de l'opéra de Pékin. Pour nous, il est de plus en plus difficile de nous aventurer dehors. Depuis 2 jours, le système de filtrage a changé. Maintenant, tout le monde doit passer sous cette grosse tente militaire. Les choses s'organisent. On change la couleur de nos cartes en fonction des malades qui ont été repérés dans les zones alentours. En ce moment, on est vert pistache, sans trop savoir ce que ça veut dire. On filme discrètement avec le téléphone car les caméras dans les zones de contrôle ne sont plus du tout les bienvenues. Dehors, c'est encore pire qu'avant. C'est de plus en plus désert. Et les seules âmes que l'on croise ont soit un brassard rouge, soit contrôlent notre température. Ok. C'est trop vide, hein. Les joueurs de basket n'ont pas tenu non plus longtemps. Le terrain est condamné jusqu'à nouvel ordre.
4e semaine de quarantaine, désormais impossible de passer l'eau potable au-dessus de la grille. Chaque jour qui passe, la Chine se barricade un peu plus. Cette vie hors du temps a duré plus de 2 mois et demi. Et puis une éclaircie est apparue. Le 8 avril, la télévision officielle nous apprend la fin du confinement à Wuhan et la levée des premières restrictions à Pékin. Pour nous, pas question d'attendre pour en profiter. Donc là, on va réserver les tickets pour aller au parc, en fait, c'est ça? Bah oui, du coup, c'est un truc de mairie de Pékin. Alors, sur WeChat, on tape... On va aller où, alors? On va aller celui au centre, qui est pas loin de Cité Interdite. C'est plus sympa, quoi. Demain, nous allons donc sortir pour la première fois en 2 mois et demi. Sortir de chez nous. Une vraie sortie en famille. Donc, j'ai choisi demain, le 29 mars. Mais désormais, la liberté est sous contrôle, limitée. Je paye. Même pour aller dans un parc. Voilà, c'est bon. Là, j'ai la confirmation. Je montre à l'entrée, c'est comme un ticket. Et du coup, je peux rentrer sans faire la queue. Imagine demain, il y a du monde, ils laissent pas les gens rentrer tous en même temps, ils vont faire la queue. Du coup, nous, on n'a pas besoin, on a réservé le jour d'avance. Tout le monde n'a visiblement pas compris ce nouveau système de réservation sur Internet. Mais c'est quoi ça? On fait la queue. Faut faire la queue comme ça aussi longtemps? Bah, il y a du monde quand même. C'est n'importe quoi là. Attendez. Gardez un peu de distance. Le parc était fermé depuis janvier. Des centaines de Pékinois veulent profiter du beau temps. Il y a du monde, hein? Le parc a plus de 1000 ans. C'est l'un des plus grands du pays. Juste au nord de la Cité Interdite et de Zhongnanhai, le quartier général du Parti communiste chinois. Ouais, dans tout le parc comme ça, il y a des agents, en fait, des gardiens, avec des petits panneaux qui nous demandent, qui nous rappellent de porter le masque, même lorsqu'on est à l'extérieur. On n'entend même plus le chant des oiseaux. Il est masqué par des haut-parleurs qui appellent en permanence les gens à circuler pour laisser la place aux autres, pour que tout le monde puisse profiter du parc. On voudrait bien respecter les consignes, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un peu de verdure avec Lulu et mon fils. 2 mois et demi qu'on vit enfermé dans notre appartement avec de rares sorties pour s'alimenter. Alors dans ce parc aujourd'hui, on n'a pas vraiment envie de partir. Les gens ont trop besoin de faire quelque chose, sortir un peu, du coup, tout le monde vient au parc. Beaucoup de jeunes. En général, ici, c'est souvent des gens qui ont des enfants ou des gens un peu âgés. Mais là, aujourd'hui, la plupart des visiteurs, c'est des jeunes. Mais pour la jeunesse pékinoise, reprendre la vie normale, c'est d'abord reprendre le sport national, le shopping. Direction Sanlitun, l'un des principaux centres commerciaux pékinois. Un mélange de café à la mode et de boutiques de luxe. Alors c'est incroyable, c'est un embouteillage. Ça doit être le premier embouteillage à Pékin depuis 2 mois. On peut plus avancer. Alors les gens commencent à sortir et il y a même une super partie de badminton sur le trottoir, avec un masque quand même. Et voilà, une image qu'on avait vraiment oubliée de Pékin, les gens qui sortent, les vélos, les embouteillages, le shopping. Voilà, tout le monde y passe, prise de température. Hop. Donc voilà, il y a en fait des sas qui sont mis en place pour passer. Voilà, c'est parfait. On est bon. Alors, nouveau contrôle. Voilà, c'est bon. Là, on est en territoire safe. À Pékin, officiellement, aucun cas de coronavirus depuis près de 3 semaines. Tout le monde veut profiter de ce printemps pas comme les autres. Hey,
En rentrant à la maison, j'aperçois Gary qui fait de l'exercice dans le jardin de notre résidence. On se serre la main? Je fais du sport ici, parce que mon club de gym est fermé. Je vais au parc et puis je fais des exercices, du sport. Pour être en forme, être en bonne santé, c'est la chose la plus importante. Gary travaille dans l'import-export de voitures. Il y a quelques semaines, il se demandait si le gouvernement chinois serait à la hauteur. Mais tout a changé. C'est plutôt ironique. Au début de l'épidémie en Chine, tout le monde se moquait de nous et condamnait la Chine. Mais maintenant, c'est leur tour. La résidence où nous habitons est toujours une petite forteresse. Un checkpoint filtre les entrées et les sorties des résidents qui doivent porter un laissez-passer fourni par les gardes. On n'a jamais vraiment compris comment ça fonctionne, mais en tout cas, personne de l'extérieur ne peut venir chez nous, même les livreurs. Voilà, donc là on a passé la barrière, on est donc à l'extérieur de la résidence et c'est là où ils ont installé ces étagères pour recevoir nos livraisons. L'industrie de la livraison était déjà importante en Chine. Avec l'épidémie, elle est devenue colossale. Ils sont 3 millions dans le pays à livrer les colis en tricycle et en mobilette. Dans la rue d'à côté, certains trottoirs sont désormais envahis de livreurs en train de trier leurs paquets. La demande explose depuis le début de l'année et rien qu'à Pékin, des milliers d'emplois ont été créés. J'ai des collègues qui travaillaient au restaurant avant. Mais à cause de l'épidémie, les restaurants ne peuvent plus ouvrir. Alors ils ne sont pas payés. Du coup, ils ont démissionné et maintenant ils travaillent tous comme livreurs. Pour ceux qui ont gardé leur boulot, les bureaux sont à nouveau ouverts. Mais on n'y accède plus comme avant. Mademoiselle Li, qui m'aide à traduire mes reportages, m'emmène dans la société de production où elle est employée. Pour accéder à son bureau, il y a une nouvelle procédure. Il faut scanner son code et entrer ses informations. Cette affichette à l'entrée, c'est en fait un code informatique, un QR code graphique qui permet de savoir, grâce à la géolocalisation de mon téléphone, si je suis sorti de Pékin ces 14 derniers jours. C'est le nouveau sésame pour accéder à la plupart des lieux publics. Je dois juste remplir le formulaire. Alors moi aussi, pour rentrer dans le bureau, je dois m'enregistrer. On va scanner le QR code, il enregistre mon numéro de téléphone et mes déplacements. Donc là, apparemment, je suis bon. Ça veut dire que je ne suis pas sorti de Pékin depuis 2 semaines. Je suis bon. Et en plus, elle garde une copie de mon enregistrement, la preuve que tout va bien. Ils ont la trace. Ici, comme dans la plupart des bureaux à Pékin, à peine la moitié des employés est au travail. Les autres sont restés chez eux pour permettre de respecter les distances de sécurité entre les bureaux. Le téléphone mobile a ainsi été reconverti par les autorités en instrument de contrôle de chaque citoyen. C'est presque un bracelet électronique. Sauf que les Chinois n'ont pas d'autre choix s'ils veulent pouvoir se déplacer, et partout c'est désormais la procédure, par exemple au centre commercial. Alors là, je vais scanner mon QR code. Si vous êtes resté à Pékin, Yanjiao et Langfang, ça va. C'est devenu un nouveau geste, des dizaines de fois par jour. Pendant presque 3 mois, Lulu n'a pas pu aller chez le coiffeur. Du coup, il y a urgence. Et bien là aussi, après la prise de température, un QR code nous attend. Prenez votre téléphone et scannez celui-là. Ah ouais, il faut scanner? Scannez celui du milieu. Avec WeChat? C'est pour voir si j'ai voyagé, c'est ça? Ce nouveau système, officiellement, ne sert qu'un but sanitaire. Il s'agit de tracer les malades et pouvoir éventuellement prévenir ceux qui les auraient côtoyés sans s'en rendre compte. Je coupe quelle longueur?
Pas trop court. C'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Mais la puissance de ce nouvel arsenal est infinie. Le régime de Pékin, qui rêvait d'installer un système de crédit social pour chaque citoyen, a pu utiliser l'épidémie pour enchaîner numériquement 1,4 milliard de Chinois. Donc là, on se sent comment? Je me sens belle. Pour assister le nouveau système de QR code, les autorités peuvent aussi compter sur la vidéosurveillance, la plus développée au monde. Couplée à un système de reconnaissance faciale, certes un peu difficile à mettre en œuvre lorsque tout le monde est masqué. Enfin, de nouvelles caméras sont apparues pour compléter l'arsenal, les caméras thermiques. C'est simple, il y en a partout. Dans le métro, dans les commerces, dans les administrations. Dans ce centre de sécurité sociale à Pékin, celle-ci peut scanner 300 personnes à la minute. Il faut scanner le code QR avec le téléphone portable. Il faut mettre le numéro d'abord. Quand on voit que le QR code est vert, vous pouvez rentrer, passer ici. Les comités de quartier, eux, sont restés en place. Le régime a profité du virus pour s'intéresser d'encore plus près à ses administrés. Il y a un membre du comité pour 140 Pékinois. Donc autant vous dire qu'ils connaissent tout le monde, qu'on n'arrive pas à les prendre en défaut. Voilà, ils sont très nombreux là. Les comités sont intraitables. Ils peuvent vous interdire l'accès à votre propre appartement si vous avez voyagé en dehors des lieux autorisés. C'est ce qui vient d'arriver à Mademoiselle Xiao, la blogueuse que j'avais rencontrée au début du confinement et qui a la mauvaise surprise d'être chassée de chez elle après un voyage en dehors de Pékin. Alors c'est compliqué de sortir? Oui, c'est tellement compliqué. On va aller au parc. Avec le printemps, c'est très joli. Ok. Bon, au moins ils t'ont laissé repartir. Mais tu n'as pas pu accéder à ton appartement, c'est ça? Oui. Pour Mademoiselle Xiao, l'épidémie est une bonne affaire pour le parti. La communication du régime a su retourner l'opinion en sa faveur. Au début de l'épidémie, les gens étaient très en colère. Il y avait beaucoup de critiques sur les réseaux. À un moment donné, le gouvernement a perdu le contrôle et a laissé passer des informations critiques. Mais désormais, tout est sous contrôle. Personne ne discute le bilan chiffré de l'épidémie. Les critiques se concentrent plutôt sur les pays étrangers. Certaines personnes s'inquiètent des nouvelles mesures de contrôle. Mais beaucoup peuvent aussi, en cette période, comparer les différents systèmes politiques et voir par eux-mêmes ce qui est plus efficace. Un système plus démocratique ou un système plus autoritaire. Ils pensent que le contrôle va être de plus en plus strict à cause de l'épidémie. Mais d'autres disent qu'un pays autoritaire, c'est plus efficace. Mademoiselle Xiao ne sait pas où elle dormira ce soir. Elle devra probablement s'isoler dans une chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'un QR code l'autorise à rentrer à la maison. Oui. Café? De mon côté, mon identité numérique me permet toujours de circuler. No problem. Ok. Après un ultime contrôle, on me laisse accéder à cette rue où se trouvent de nombreux restaurants. Je retrouve Tian qui s'était lancé dans la restauration quelques mois avant l'épidémie. Ces deux restaurants ont été fermés pendant 2 mois. Ils rouvrent aujourd'hui et ils retrouvent un peu le sourire, même si les consignes de désinfection sont particulièrement strictes. Pour les gens qui mangent dans le restaurant, les règles sont de laisser au moins 1 mètre de distance entre chacun et pas plus de 3 personnes par table. Je pense que plus les mesures sont strictes, c'est mieux pour arrêter l'épidémie. Même si ça va beaucoup mieux maintenant, il est encore possible que ça recommence. Beaucoup de précautions donc, mais son restaurant est toujours ouvert et il y a des clients. Je dirais que c'est différent, je le sens bien. Il y a une meilleure ambiance. Après une journée au travail, c'est bien de pouvoir manger dehors pour se détendre. C'est pour ça que j'aime bien manger dehors. Et pour ceux qui ont toujours peur d'être enfermés dans un restaurant, beaucoup d'établissements servent désormais à même le trottoir. Ça évite les problèmes de désinfection. On peut même se faire coiffer dans la rue. C'est ainsi le retour d'une vieille tradition pékinoise.
À l'intérieur ou à l'extérieur, tout le monde porte désormais des masques. Au début de l'épidémie, il était parfois difficile d'en acheter, mais désormais on en trouve partout. Les masques. Il y a un stock là. Il y en a plusieurs styles, vous avez vu? Ça fait longtemps. Ah oui. Dans les pharmacies, bien sûr. 5 € pour 10, des masques chirurgicaux. Mais aussi dans la moindre épicerie au coin de la rue. Vous avez des masques à vendre, s'il vous plaît? C'est ça? Oui, c'est bien des FFP2. Et c'est combien celui-là? C'est 2,60 €. Il y a même quelqu'un qui m'a acheté 50 masques. Il voulait les envoyer à l'étranger. Je lui ai dit que ça ne serait pas facile parce que les douanes risquaient de bloquer les colis. Je lui ai dit qu'il ne pourrait pas le faire. On trouve aussi partout des lunettes anti-Covid-19. Dans quelques mois, c'est sûr, elles seront devenues d'indispensables accessoires de mode. Avec ce modèle, vous pouvez garder vos lunettes de vue. Ce sont des lunettes de protection pour arrêter le virus qui est dans les postillons. Ça coûte combien? 5 €. Les contrôles, les masques, les écoles toujours fermées. T'es prête? L'impossibilité de quitter Pékin, toutes ces contraintes font que l'essentiel de notre vie sociale se limite à la famille. Pour la première fois en 3 mois, nous décidons d'aller au restaurant avec Lulu. Chérie, tu sais où je vais tout à l'heure? Hein? Je vais voir un avocat de divorce spécialisé dans le divorce. Mais t'inquiète pas, c'est pas pour nous, hein? Lulu sait que je plaisante. Mais t'es fou, quoi. T'as rien à Pour faire. beaucoup de couples, cette période a été fatale. Et alors? Et les divorces se multiplient. On va pas divorcer alors, hein. Moi je veux pas. Hein. Ah bah je rêve. Avec Lulu, nous avons plutôt bien vécu cette période de confinement. On s'est même pris de passion pour la cuisine. Alors aujourd'hui, nous ne voulions pas rater la réouverture de l'un des meilleurs marchés de Pékin. Des couleurs, des odeurs, un vrai retour à la vie. Lulu en fait presque de la boulimie. Ça fait très longtemps que je suis pas venue. La première fois depuis les ethnies. Tous les produits sont pareils comme avant. Il y a tout ce qu'il faut. Le prix n'a pas bougé. Ça sent la fraîche, oui. Je suis contente. La seule différence, c'est qu'il faut porter encore la masque. J'espère bientôt on peut l'enlever. Pour nous, c'est peut-être à ce moment-là, dans ce marché, que nous avons pris conscience que la crise était derrière nous. Mais pour le pays, il fallait un symbole plus fort, un dernier acte pour terminer la tragédie du coronavirus. Pour y assister, ce fut un long parcours du combattant. Je le vois pas. Je vois pas son nom là. Bon bah ça commence bien parce que je suis pas sur la liste, donc j'avais bien reçu les confirmations, mais je ne suis pas sur la liste des heureux élus. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors j'ai appelé une personne au ministère pour essayer de rentrer. Ah, bonjour. On n'a pas trouvé. J'ai été retenu avec une vingtaine de journalistes étrangers. Ah bah voilà. Pour assister à la prochaine session de l'Assemblée nationale populaire. Il n'y a pas beaucoup de journalistes étrangers. Hein. Mais pour pénétrer au cœur du pouvoir chinois, dépistage obligatoire du coronavirus. Ah ouais, donc là, ce sont les enveloppes d'analyse, en fait. Voilà, donc ça, c'est mon enveloppe pour les examens, ce que je vais donner. Et là, on fait, en fait... Ah ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Bon, moi, je vais essayer de tenir le coup, parce qu'il paraît que c'est un peu douloureux, quand même. En tout cas, désagréable. C'est à moi. Ça vous ennuie si je filme? Non? Ok, bon. Ok. Moi, j'ai failli vomir, mais c'est bon. Le régime nous isole une nuit à l'hôtel, le temps d'attendre les résultats. Voilà, et donc là, on m'a donné ma carte pour la chambre. Donc c'est la 23-20. Je vais être resté
là-bas jusqu'à demain matin. Donc on a 12 heures en fait à rester enfermé ici. Et puis c'est pas le pire endroit pour effectuer une quarantaine. Une très belle chambre dans cet hôtel officiel tenu par le gouvernement et on reçoit en général les invités importants de l'État. Au petit matin, après un solide petit déjeuner, mes résultats sont négatifs. Départ pour le Palais du Peuple sur la place Tiananmen. On avait quitté la place Tiananmen au moment de l'épidémie, au mois de février, totalement déserte. On la retrouve au mois de mai, toujours déserte, mais pour une raison bien différente. C'est pas l'épidémie cette fois, c'est la tenue de l'Assemblée nationale populaire, moment important de la vie politique chinoise et qui marque le retour à une certaine normalité. L'Assemblée devait se tenir en mars. Elle avait dû être repoussée, une première dans l'histoire de la Chine populaire. Mais cette fois, tout est rentré dans l'ordre. Les gardes ont repris leurs habitudes face aux journalistes. À l'intérieur, les délégués du parti venus de toutes les provinces font des photos souvenirs. Comme moi, chacun des 3000 participants a dû subir le test. Et puis, à la seconde près, tout se met en place. Vous entendez la sonnerie qui annonce le début des débats. Côté agenda, c'est évidemment le monde d'après Covid-19 qui est à l'ordre du jour. Le comité central, sans masque, peut déclarer la victoire stratégique sur le virus. Sous la ferme direction du comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, et grâce aux efforts ardus et aux sacrifices de tout le pays et de tous les Chinois, le contrôle et le traitement du Covid-19 ont enregistré des résultats stratégiques majeurs. Tout a l'air normal. Le parti renvoie la même image, patiemment fabriquée, année après année. Et pourtant, les frontières sont toujours fermées. Des millions de Chinois sont sans emploi. Et des barricades empêchent toujours l'accès à ma résidence. L'épidémie a presque disparu, mais elle a emporté avec elle une partie de nos vies.